Le Eddy. Il arrive dans 2 minutes. Il a la maison, je crois. Tu réponds pour moi? Ouais, on répond tout de suite. On t'écoute. Nous sommes à l'aéroport de Sion, au cœur des Alpes suisses, le 3 février 2001. L'alerte a été donnée il y a à peine 3 minutes. On prend pas de chien. Écoute, peut-être en montant, on verra. Je pense que le plus important, c'est le médecin. Ouais. Si on arrive à monter. Ouais. Et puis si t'as besoin de quelque chose, on fait préparer avec l'eau. Hein? Hein? Toi? Ici, là, je vais voir quelque chose, on a pas de parachute. C'est bonjour? Ouais, c'est bon, merci. Si ce n'est une météorologie exécrable et la neige qui s'accumule depuis plus de 24 heures en altitude, on pourrait presque parler d'une opération de routine. Opération de routine pour ses pilotes, ses guides, ses médecins, ses assistants de vol. Ils sont pourtant sur le point de vivre une drame qui va bouleverser la Suisse et le monde du sauvage. Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans ce journal du dimanche 4 février dont voici les titres principaux. Week-end tragique à Zinal en Valais, une avalanche a emporté une femme et une deuxième coulée a tué 2 des sauveteurs qui tentaient de la secourir. 3 mois en tout cas après le crash de 2 hélicoptères à Brezon, c'est donc un nouveau drame qui touche la maison du sauvetage François-Xavier Bagnoux. Depuis 2 ans et les avalanches meurtrières de février 99, ça fait en tout 4 pilotes d'hélicoptères et 2 guides professionnels qui ont trouvé la mort. Et chaque fois des personnalités bien connues des Valaisans. Alexandre Beauchâtet. Ce sont là les dernières images de Nicolas Gaspeau, tournées il y a 2 semaines sur les Hauts de Verbier. Le guide participait à un cours de secouriste. Il dirigeait les opérations à la recherche de skieurs emportés par une avalanche. Mais ce n'était là qu'un exercice. Marié et père de 2 enfants, Nicolas Gaspeau figurait parmi les piliers du sauvetage valaisan. Les secours en montagne, c'était même pour lui une histoire de famille, une histoire de professionnel qu'il partageait avec son frère Pascal, lui aussi actif à la maison du sauvetage. Tout comme eux, Eddy Gross était un passionné de grands espaces. Il figurait également parmi l'élite des guides qui œuvrent à plein temps au service de la maison du sauvetage. Marié et père de 3 filles, Eddy Gross connaissait toutes les facettes du sauvetage et pas uniquement en altitude. Avec leur disparition, la maison du sauvetage n'est peut-être pas décapitée, mais le coup est très rude. Nous allons essayer de comprendre comment les sauveteurs ont vécu ce drame de l'intérieur. Quelles sont leurs motivations profondes? Quels risques ils prennent consciemment pour se porter à notre secours? Lorsque les professionnels arrivent sur place, les volontaires de la station de Zinal sont déjà à pied d'œuvre. Implacable lutte contre le chronomètre pour retrouver vivante une jeune femme ensevelie sous une avalanche. Ça fait de la merde cette neige. Neige sèche comme ça bouge vite les trous. Mais si on sonde, comme ça il y a l'autre chien qui vient encore. Ça danse jusqu'à demain soir, 50 cm. Ouais, d'après ce qu'il en discutait avec bébé avant. Alors, il y a des monstres bandes de part et d'autre, tu vois. Alors, on verra sur place, enfin, on verra pas grand chose sur place, mais on peut supposer que s'il y a déjà eu, certainement qu'il y a encore des risques. Hein. Pardon? À mon avis, j'étais 3 et 11,
Comment Jean-Christophe de Pascal. Je t'écoute, Pascal. Parce qu'en haut, tu as encore besoin du monde. Ici, il y a encore quelques personnes, entre autres Armand Salamin, qui seraient disponibles. Moi, je pense que c'est des sondeurs, il faut les envoyer avec l'équipe de sondage actuelle. Je crois qu'on a besoin de monde encore. Ok, alors je prends tout le monde disponible ici avec des sondes pour rejoindre l'équipe de sondage. Affirmatif, regarde qu'il y a un maximum de personnes qui débarquent Barivox, c'est bon? C'est pas Barivox ici. Vous n'avez pas de Barivox? Alors ceux qui ont un Barivox, qui sont équipés, prenez une sonde et puis vous allez rejoindre l'équipe de sondage là-bas. Mais que ceux qui sont équipés de Barivox. Jean-Christophe, je te laisse regarder avec les dorés quand ils arrivent vers toi, juste pour les répartir sur le côté de la balance. Écoute, je vais voir avec Jean-Christophe en haut où ça en est exactement. Je vais voir, moi. Ouais, je t'écoute. Un problème avec ton feu, quoi? Non, mais la génératrice, elle a baissé un petit peu de régime et ça coupait. Alors je dois attendre 2-3 minutes pour que je puisse le remettre en marche. C'est 5 personnes qui faisaient la cascade de glace qui étaient au Non. Ouais. Ils sont redescendus. Ils ont perdu du matériel, de piolet au pied de la cascade et ils étaient tous en bas. Il y avait une fille qui était 10 mètres plus haut que les 4 autres. Et Mais puis, encore dans la cascade ou bien? sous la cascade, non, il avait terminé, C'était c'était désencordé, tout lâché. L'avalanche est arrivée et 4 personnes, les 4 du fond, ils se sont fait pousser ici rive gauche contre les rochers. Ils se sont retrouvés à peu près à notre hauteur actuellement. La fille était à peu près... Ouais, Ok, stop, on arrête 2 secondes. On refait une recherche Barivox correcte. Je fais tout arrêter ici. Il faut monter 2 parce qu'on n'est pas certain qu'elle n'ait pas de Barivox. Les témoins, ils sont où? Il est là, mais il n'est pas certain qu'elle ait laissé le Barivox dans sa voiture. Donc on contrôle quand même. Le problème, c'est que maintenant tout le monde l'a allumé, on n'arrive pas à contrôler. Tu montes d'un côté avec le Barivox? Ah, mais il faut faire éteindre à tout le monde. Hein. Oui, mais je m'occupe maintenant. Donc cette fille était au pied de la cascade, vraiment en appelant la cascade. Moi j'ai été voir, j'ai une couche de neige fraîche d'à peu près 30-40 cm. Je dirais à première vue, c'est pas là qu'il faut se concentrer les recherches. Sinon au point de vue danger objectif, il y a déjà eu, depuis qu'ils cherchaient, il y a déjà eu 4-5 coulées qui sont descendus. Ah d'accord. Et puis ils ont déjà dû courir 1-2 fois un petit peu en bas. C'est pour ça qu'on a insisté un peu sur le Barivox. Ouais, il faudrait que tu donnes ton Barivox. Tu fais l'autre partie du cône là-bas. Moi je fais l'autre partie. Puis Ouais. dès que vous avez fini, vous nous appelez, que tout le monde remette en marche ses Barivox. On laisse le Barivox éteint. Il faut laisser éteindre. C'est bon, levé, avancez, aligné. Aligné. Attention! Ici. Faut d'allumer, voilà. Il y a quelqu'un là. Pascal Fournier. Pour faire le... Non, il faut faire une petite recherche visuelle ici en vitesse, il y a des gens qui sont dessous. Jean-Christophe. Il est où Jean-Christophe? Il a crié tout à l'heure, Jean-Christophe. Mais vous avez pu voir que tout le monde est là? Et vous taisez s'il vous plaît. Et combien on est? Attendez, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Le micro il est là ou bien? Hé, Pascal, Eddy il est là ou bien? Oh merde, putain! Attends. Que vous avez à disposition, il y a une vingtaine de sondeurs qui sont sous la balance. Non. Attends. Mais Roger, je confirme, à peu près 4 personnes dessous. Je suis particulièrement effondré parce qu'il vient de nous arriver à la maison du sauvetage. Je crois que l'air glacier
Ces derniers mois, on n'a pas été épargnés. Tout le monde vient à dire qu'on prend beaucoup de risques, mais c'est pas vrai. Les 2 personnes qui nous ont quittés, mes 2 collègues, c'était des vrais pros. Et dans cette avalanche, je sais que j'y étais aussi sur place. Ils ont pris toutes les mesures nécessaires pour essayer d'assurer leur sécurité. Mais je crois qu'on sait, lorsqu'on est confronté à la montagne, lorsqu'on est confronté à Dame Nature, il y a une part de chance. Nous, les guides, on le sait. Et là, j'ai une pensée pour les enfants de mes 2 collègues. Et pour tous mes collègues aussi qui vont devoir supporter encore des moments difficiles. Et je compte sur tous mes collègues, sur tous mes amis pour nous aider à passer ce cap et à repartir et à essayer de poursuivre notre mission du mieux qu'on peut. Mais ouais, c'est lourd, quoi. C'est lourd. Enfin, je crois qu'on est tous dans le même cas, et puis, qu'est-ce que tu veux, faut faire avec, hein, mais on se serre les coudes, ouais. Bon, comme on l'a toujours fait d'ailleurs. Bon, moi j'ai eu la chance d'être probablement sur le bord de l'avalanche, le fait d'avoir couru, je devais être juste sur le bord et je me suis fait reporter par derrière. Bon, naturellement, là, on a le temps de penser, c'est 6-7 secondes. Hein. Tu dis, il faut que je tienne pour les gamins, il faut pas que je me laisse aller. Et puis là, t'as même pas peur, tu sais ce qu'il faut faire. Et puis j'ai mis les 2 mains devant moi, et puis quand l'avalanche s'est arrêtée, j'ai poussé très fort comme ça pour essayer de créer un vide d'air pour pouvoir respirer. Et puis, bon, c'est un peu là le miracle, quoi. À ce moment-là, je crois que j'ai dû être expulsé de l'avalanche. Puis je me suis retrouvé à genoux dans la neige. Moi, je savais plus où c'était la gauche et la droite. Alors, je me rappelle que j'ai touché ma main gauche. Puis bon, là t'as la peur au ventre. Hein. Et puis tu cours vers les rochers. J'ai couru à 4 pattes vers les rochers. Je savais où c'était la gauche. J'ai couru à 4 pattes. Et puis là, bon, bah, tu commences à faire les comptes. Hein. Et puis bon, là après, je sais, c'était un peu l'avalanche dans ma tête. Après, là, je savais plus trop où j'étais. C'est sûr, quand je vais repartir, après, ça va me faire drôle quand même. Comment? Je dis, quand je vais repartir, après, je sais que... Tu vois, c'est les premières interventions, ça te fait quand même... Une fois que tu es dans la machine, c'est bon, mais quand tu mets ton baudrier, tu te rééquipes comme ça, tu te dis, putain, merde. C'est bon, on reconnaît. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va. Ça va. Venez, installez-vous seulement. Merci. Vous passez un peu le cap ou bien? Bien sûr, je suis amputé de mon fils, et comme les Gaspeaux le sont du leur. Mais je suis... C'est dur à dire, mais je crois que je suis fier qu'il soit mort en sauvant des gens. Je ne veux pas être révolté. On est des professionnels, on doit faire en sorte que l'accident n'arrive pas. Mais on évolue finalement dans le milieu de la montagne, on l'a choisi et on accepte que finalement l'accident peut aussi nous arriver, quoi. C'est clair qu'on travaille souvent, je dirais un peu sur un fil rouge, mais notre boulot c'est d'y rester dessus. Et on doit essayer d'anticiper, mais on ne peut pas à tous les coups, quoi. On ne peut pas réussir à tous les coups. On a très peu parlé du groupe que vous alliez sauver. Il est vrai qu'après coup, c'est facile à dire, ouais, ils ont fait des conneries, ils auraient dû quitter le site avant. En fait, on peut dire qu'ils n'auraient jamais dû aller là-bas par ces conditions, quoi. Mais si nous, sauveteurs, on commence à juger les gens aussi, je dirais pas durement, mais que ce que la presse a voulu essayer de faire à un moment donné, je crois qu'il faut qu'on arrête notre travail, quoi.
C'est vrai qu'on n'est pas là pour sauver uniquement les gens qui prennent un maximum de sécurité, qui ont tout fait pour faire en sorte que l'accident n'arrive pas. C'est vrai qu'on est souvent là pour sauver les gens qui malheureusement ne maîtrisent pas du tout le phénomène montagne et tout ce qui peut leur arriver, quoi. Ce que vous dites est très important, je crois, parce que si on revient là-dessus, enfin, en mettant en doute le sauvetage, la nécessité du sauvetage dans des cas de ce genre, eh bien on prive ces morts de sens et c'est très grave pour ceux qui en vivent le deuil. Il n'y a rien eu. Ah bah c'est bien. Il y a eu un malaise à Salvan, mais il y a un SMUR qui est parti. C'est sûr que le jour après l'accident, on a envie de tout changer, de tout foutre en l'air. Mais en fait, après quelques jours de recul, on s'aperçoit qu'il y a des petits détails à régler. C'est toujours des détails, mais qui ont leur importance. Peut-être pas pour éviter exactement ce même type d'accident, mais peut-être pour éviter d'autres accidents. Il y a toujours quelque chose à faire. Je crois que si on ne se pose pas la question d'un petit changement ici, d'un changement là, alors qu'il y a eu un drame comme ça, je crois que il faut au moins se poser la question, quoi. Mais les petits changements seront surtout, à mon avis, dans le fait où on prendra certainement un peu plus de temps avant l'intervention pour peut-être mieux en discuter, pour mieux peser finalement les risques. Et puis ensuite, d'un commun accord entre tous les intervenants, on décidera si oui ou non on va intervenir et jusqu'où on va y aller. Je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis dans ce temps de réflexion qu'on doit prendre, et pour moi c'est le seul changement pratique qu'on est obligé de faire. Mais obligé, on ne doit pas seulement penser le faire. Et c'est dans cette sorte de coordination et de réflexion avant d'y aller qui est important. Parce qu'une fois qu'on est parti, ça roule, on ne peut plus revenir en arrière. Hein. Mais c'est sûr, ça c'est comme tu disais, Pascal, hein, ça doit être une décision de groupe. Je pense que on doit être respecté par l'extérieur et on doit aussi se respecter nous-mêmes en tant qu'individus. Et heureusement, on a toujours dit qu'on avait la possibilité de dire non. Hein. C'est vrai que c'est difficile comme sauveteur de dire « là j'ai peur ». Moi, ça me fait peur. C'est difficile de dire ça. Souvent, c'est mal pris. Si t'as peur, laisse ta place. Alors que c'est pas forcément, je dis pas forcément toujours ça pour laisser ma place, pour faire les choses autrement. Je suis pas tellement d'accord avec toi, parce que pour moi la peur c'est un gage de sécurité, quoi. Ouais. Ça m'est arrivé finalement de pas vraiment la sentir, d'avoir un peu peur, et puis finalement ça m'a aussi aidé peut-être à ouvrir un peu ma réflexion et puis à me dire ouais non, là c'est peut-être mieux pas. Mais de dire que tu as peur dans un groupe déjà parti, hein, c'est exactement ce qu'il y a eu à Zinal pour moi. Ils ont demandé, une fois que c'était déjà organisé, ils ont demandé à un médecin sur les lieux de mettre un type là qui avait rien à faire sous 1300 mètres de neige qui pouvait tomber. J'ai eu peur pendant 2 heures, moi. Mais ça, t'oses pas le dire. Et avant de partir, on était 3 médecins. Ils ont dit, on veut un médecin. Au fond de moi, je me suis dit, on pourrait quand même choisir celui qui n'a pas d'enfant. Bêtement. Donc c'est que j'avais la trouille. Hein? Puis j'ai regardé, puis on a tous des enfants. Donc, hein, il y en a un qui avait le titre de guide dessus, mais il avait aller. Puis je suis allé. Mais j'avais pas envie d'aller. Mais tu peux pas dire non, là. La machine est en route. Pire encore, tu as un copain, toi, qui est dedans, là, côté affectif. Tu peux pas... Tu peux plus dire que tu as peur. Quand il n'y a pas de choix, il n'y a aucune peur. Ouais. Moi, je pars maintenant n'importe où s'il n'y a pas le choix. Si quelqu'un est en danger, des conditions difficiles, météo limite, j'espère que c'est pas ça, j'ai pas peur. Par contre, quand j'ai le choix, là j'ai peur. J'ai peur de mal choisir. Yogier ? Ok. Treuillage, épaule luxée, ballon d'Arby. Ok. Ouais, c'est bon. Tour de Sion, bonjour, hélicoptère Novembre, Zolo, un glacier pour décoller, traverser, sortir whisky.
peux regarder F10. Sinon je demande par radio, hein, c'est égal. Si tu as. Écoute, ça me donne droite, rive gauche, vallon d'Arby. Ouais, sur la piste je pense. Non, hors piste. Près du col des mines là. Ouais, mais plus côté noir. Ouais, d'accord. Vous savez comme ça vient sur Martigny là. Ouais. Avant, t'as vu quand Joe est parti, il y avait une tempête de neige. Ouais. Stéphane, vu la météo, il y a du brouillard qui vient. Si c'est juste l'épaule, ça va. Si tu vas que toi. Je vais moi, mais j'ai pas les câbles là. J'ai 2 câbles. On se dépêche un peu, sinon on va rester coincé. C'est bon? Ouais. On le mettra un tout petit peu en dessous là. Ok, tu peux le sortir et tu peux descendre. Vous avez beaucoup mal, monsieur, ou bien? Non, ça va. Ça va. On n'a pas tellement le temps à cause de la météo, hein. D'accord? Tu mets juste à lui mettre le Petzl, là, s'il te plaît. Le machin jaune entre les jambes. Ça a été ou bien? Je vois pas bien là. Ok Benoît, je suis prêt. Stéphane Agier et Benoît. Ouais, tu peux dire, si possible, de planter des skis ou bien mettre une personne 7-8 mètres plus haut que le blessé parce que j'ai pas tellement de références là-haut. Compris, je te mets le pistard 8 mètres plus haut, hein, ok? Ok, tu peux descendre. C'est bon par là? Ouais. Ouais. Déplace-toi 1 mètre sur ta droite, continue à reculer. Ouais. Recule encore 1 mètre. Ok, stop, avance un tout petit peu. C'est bon là? Là, tu peux tirer le câble tendu. Vas-y, c'est bon, on va y aller. Tu peux tirer gentiment. Ok, ils sont décollés. Ok, tu peux monter alors. 4 mètres. 3 mètres. 2 mètres. Balance, c'est l'école, 1 mètre. Ouais. Ok. Je suis désolé, hein, j'avais aucune référence, c'était de la merde. Ouais, non, mais il n'y a pas de problème, ouais. Le sauveteur, il sait exactement ce qu'il va faire. Il est conscient des risques qu'il prend, il sait pourquoi il les prend. Et je pense que tout sauveteur porte en lui cette part de risque et cette possibilité d'avoir un accident comme il y a eu. Mais il ne faut pas penser que les autres mettent la vie des sauveteurs en jeu. Ça, je pense que c'est faux. Les sauveteurs, ils mettent leur vie en jeu. Et c'est consciemment qu'on le fait. Et je crois qu'on assume entièrement cette responsabilité sur nous. Après 35 années de sauvetage, je me rends compte qu'on a tous une heure. On ne sait pas quand. Elle peut être plus tôt, elle peut être plus tardive. Et contre ce phénomène-là, personne ne peut faire quelque chose. Et
Dans tous les sauvetages que nous avons effectués, ça représente quand même 45 000 sauvetages maintenant, il y a des situations où on se pose des questions, pourquoi est-ce que lui est vivant et pourquoi l'autre n'est pas. Ça, c'est un destin pour tout le monde.